dont l'expertise à la Banque mondiale, également dans d'autres ONG. Vous êtes spécialiste de gestion des forêts tropicales. Norbert, la toute première question, nous sommes leaders dans le bassin du Congo avec plutôt 60% de nos forêts. Pourquoi nous faisons mine triste dans des rencontres internationales? Merci. Merci Fabien pour m'avoir donné cette opportunité de parler sur cette question qui intéresse notre peuple, parce que si nous avons un don providentiel, c'est effectivement notre forêt. Le monde entier aujourd'hui respire grâce à deux poumons écologiques. Il y a le poumon d'Amazonie et le poumon du bassin du Congo. Le bassin du Congo dispose de 250 millions d'hectares de forêt, mais le Congo-Kinshasa a 60%, soit 150 millions d'hectares. Cependant, le Congo-Kinshasa n'est pas du tout bénéficiaire, des avantages liés à cette potentialité naturelle. Pourquoi ça ne marchait pas? Ça ne marche pas parce qu'en fait, cela n'a toujours pas été une préoccupation. Regardez, vous êtes en Afrique centrale et nous avons 3 pôles, n'est-ce pas, régionaux qui visiblement s'occupent des questions, n'est-ce pas, de la gestion des forêts dans les bassins du Congo. Vous avez des institutions qui sont basées, n'est-ce pas, au Congo-Brazzaville, vous avez des institutions basées à Yaoundé et à Libreville. Mais au Congo-Kinshasa, rien du tout. Et pourtant, Congo-Brazza n'a que 20 millions d'hectares de forêt. Cameroun, 22 millions d'hectares. Nous avons 150 le Gabon millions. Doit en avoir une vingtaine aussi. Une vingtaine, c'est pratiquement là, 2 millions. Et nous qui avons le leadership, nous qui sommes leaders au regard des potentialités qui sont les nôtres, eh bien, écoutez, les institutions de base. Nous jouons le rôle d'accompagnateur. Bien entendu. Et pourtant, appelés à être vrais leaders. Tout à fait. Même dans la sous-région elle-même, nous semblons finalement là surprendre plus d'une personne, plus d'un observateur. Vous savez, cher Fabien. Par notre approche. Vous savez, cher Fabien. Qu'est-ce qui ne marche pas? Vous savez, cher Fabien, quand vous prenez même pour montrer que nous n'avons pas encore pris au sérieux ce que représentent les valeurs intrinsèques de notre forêt. Vous savez qu'avec les 150 millions d'hectares, avec 500 millions de mètres cubes de bois, le Congo-Kinshasa n'a qu'une contribution de 0,7% dans les produits intérieurs bruts. Lorsque vous prenez le Cameroun, qui n'a que 22 millions d'hectares, une contribution de 6%. Lorsque vous prenez par exemple le Togo, avec 17 millions d'hectares, eh bien, une contribution de 11%. Moutandis pour Congo-Brazza, avec 5 à 6% de contribution dans le produit intérieur brut. C'est très grave, ce qui est vraiment une question gravissime. Alors, pourquoi ça ne marchait pas? Effectivement, parce que cela n'a pas encore fait l'objet, n'est-ce pas, des préoccupations des dirigeants de la République. Vous savez, généralement, quand il y a des réunions à travers le monde, il faut aller dans les ministères qui s'occupent, n'est-ce pas, de cette question. Vous allez vous rendre compte comment les gens se disputent, n'est-ce pas, pour aller dans les dans grandes ces rencontres, même si on n'a pas le profil ni le background. Première chose. Deuxième chose, les discussions de base. Les discussions de base à ce qui concerne naturellement les thématiques qui seront développées lors des grandes réunions internationales, etc. On n'organise pas ces discussions de base, et les quelques rares qu'on organise, c'est à la hâte, justement pour ne pas donner l'opportunité aux uns et aux autres qui pourraient s'intéresser. Nous étions à Tripoli, vous savez, avant les sommets de Copenhague. À Tripoli en 2009, le pays africain potentiellement forestier avait décidé que la communauté internationale puisse, du moins le pays pollueur, puisse rétrocéder, n'est-ce pas, aux pays africains 67 milliards de dollars. Mais, croyez-moi, lorsqu'on parle de 67 milliards de dollars, or, le Congo-Kinshasa a la moitié de la forêt africaine, c'est que très clairement, le Congo-Kinshasa pouvait bien bénéficier, n'est-ce pas, de cet argent.
Malheureusement, il n'y a pas eu une discussion basique au Congo, n'est-ce pas, en prévision des différentes résolutions de Tripoli. Et donc, on devrait aller à Copenhague, on ne savait pas combien on devrait donner véritablement aux Congolais. Et je me rappelle à l'époque, le ministre chargé de l'administration forestière avait même demandé à la Belgique si on pouvait nous réserver 1,5 milliard de dollars. Et pourtant, aujourd'hui, il existe ce qu'on appelle des équations allométriques au niveau véritablement des calculs de crédit carbone pour savoir si notre forêt est habilitée à couvrir autant de carbone qui sont susceptibles d'être des gaz à effet de serre. Les calculs n'ont pas été faits, on a donné un montant forfaitaire, mais ce montant n'est jamais arrivé au Trésor de la République. Il est passé par où? Non, ça n'a même pas été donné, parce qu'en réalité, lorsque vous voulez discuter de ces questions-là, et puis écoute, il faut organiser le dossier, il y a même des gens qui sont recrutés à travers le monde, des cabinets d'avocats spécialisés sur la question, recrutés parfois dans certains pays, etc., pour faire le plaidoyer. Et par rapport à cette question. Kinshasa n'a pas fait la pression ou exercé la pression sur ces gens pour que les engagements soient respectés? L'engagement pris à Tripoli. Ignoti di la Kipido, disent les latinistes, celui qui ignore une chose ne peut pas la désirer. Vous savez, beaucoup de gens prennent les trains en cours de route. Et généralement, chez nous, les ministères se répartissent en fonction des quotas de chaque groupement politique. Et donc, on envoie n'importe qui, n'est-ce pas, au ministère, quels que soient ses aspects techniques. Et donc, quand on y arrive, eh bien, écoute, parce qu'on prend le train en cours de route, on n'est pas en mesure de comprendre les tenants et les aboutissants, et puis bon, on est roulé par le premier qui arrive. C'est cela. Et donc, si la question de l'environnement, si la question de la forêt était véritablement dans notre agenda, Dieu merci, aujourd'hui, le président prend le taureau par les cornes, il est encadré et ceinturé par des spécialistes de ces questions. Moi, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, on peut avoir des résultats. Encore que cela se répercute même au niveau du ministère. Mais bon, si les choses ne se font pas de cette manière-là, ça sera difficile. Alors, le ministère, justement, techniquement, doit assurer les suivis du plaidoyer du chef de l'État à New York. Ce n'est pas la première fois. En 2 années ou 3 années successives, nous avons eu la chance d'être à New York lors des grands sommets. En septembre, le président honoraire Joseph Kabila a donc prononcé un discours historique. Il n'avait pas porté des gants pour dire aux grands pollueurs, eh bien, vous devez payer la facture. Payez la facture. Nous sommes là pour réguler le climat. Vous polluez et vous ne respectez pas vos engagements. Oui, ça fait mal aux gens à New York, mais là, dans la suite, il n'y a pas eu action, il n'y a pas eu acte concret. Alors, maintenant, le problème, c'est au niveau de ces gens, c'est à notre niveau, dans les suivis des dossiers. Vous savez, mon ami Fabien, les choses se discutent en amont. Et quand ça se discute en amont, ce sont véritablement les experts qui sont concernés par rapport à ces discussions-là. Vous savez qu'il existe des résolutions, n'est-ce pas, qui interdisent la prise en compte dans le jeu de compensation, n'est-ce pas, des forêts naturelles. Les forêts, lorsque nous disons nous avons 145 millions d'hectares, ce sont des forêts naturelles. Et lorsque vous regardez les différentes résolutions par rapport à cette matière, et donc les forêts naturelles ne sont pas concernées, si ce n'est que des forêts artificielles. Il faut planter les arbres, et c'est sur base de cette plantation qu'on peut vous offrir véritablement des crédits carbone. Alors maintenant, si nous voulons réellement changer cette situation, ce n'est pas en allant faire une déclaration, encore que cette déclaration peut être aussi importante, mais il faut en amont, n'est-ce pas, organiser, n'est-ce pas, une série de réunions, des contacts, de plaidoyer et de lobbying auprès des institutions attitrées, qu'on pour discuter de manière que l'on puisse justement remettre en question cette résolution qui interdit naturellement qu'on puisse prendre en considération la forêt naturelle. Et dans ce genre de choses, en tout cas, beaucoup de spécialistes vous disent,
des co-spécialistes de mondialisation vous disent que lorsqu'on est faible, il faut savoir chercher d'autres faibles et vous construisez véritablement des passerelles, vous construisez des synergies gagnantes et optimales. Et par rapport à cette question, nous avons deux poumons qui régulent la planète. Vous avez le poumon d'Amazonie, dont le Brésil a le leadership parce qu'il a 60% de forêt. Et nous avons 60% dans le bassin du Congo. Mais les choses peinent à prendre de l'envol. Alors, le contexte mondial en cette matière est déjà biaisé avec la prise de position de Donald Trump, le président américain. Lui, il prône un patriotisme, il dit le monde n'appartient pas aux mondialistes. Il croit que l'affaire du changement climatique, de la rêverie, c'est une fabrication. Les scientifiques sont réunis à New York dans un grand sommet. Et ce sommet qui a été abrité par Trump Tower, ils ont démontré que le changement climatique, ce n'est pas un danger qui pèse sur la planète. Alors, vous avez Bolsonaro, je crois, je ne sais pas si j'ai bien prononcé ça. Bolsonaro, voilà. Tu as bien prononcé. L'actuel dirigeant donc du Brésil. Voilà. Quand il parle, il dit l'Amazonie n'est pas le patrimoine mondial. Et pourtant, on a déjà mobilisé 500 millions de dollars. Le gouvernement allemand, dernièrement, quand l'Amazonie était en feu, a encore proposé de l'argent, des millions que Bolsonaro a refusé. Il dit gardez ça pour le peuple allemand. Alors comment expliquer que, en fait, dans ce contexte, le discours du président Tshisekedi peut-il avoir un écho favorable, un retour favorable? Non, non. Aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi, c'est vraiment la star des stars dans cette grande assemblée des Nations Unies, simplement parce qu'il représente naturellement le bassin du Congo. Et qu'en face de lui, vous avez Bolsonaro qui, lui, représente le bassin d'Amazonie. Mais encore qu'aujourd'hui, le Brésil, qui en assure le pilotage, c'est un pays émergent, j'allais dire un pays pratiquement développé, parce que le Brésil a le même produit intérieur brut, n'est-ce pas, que la France, que l'Inde, que la Grande-Bretagne récemment, vous savez. Et donc, le Brésil est parmi les grandes puissances mondiales émergentes au niveau de l'Amérique latine. Et donc, le Brésil, par sa dignité, par sa crédibilité, veut véritablement faire écouter sa voix. Mais pour le Congo... Alors, est-ce que c'est par le simple fait d'être un pays émergent avec un produit intérieur brut, comme celui que vous venez d'évoquer, proche de celui de la France, est-ce que c'est par ce simple fait que quand le Brésil tonne ou gronde, le monde tremble et accourt avec des millions et des milliards? Non, non, le monde ne tremble pas. Est-ce qu'il n'y a pas un autre paramètre? Le monde ne tremble pas, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a des gens qui sont optimistes, n'est-ce pas, par rapport à cette question de changement, de dérèglement climatique, et qui pensent que la forêt peut véritablement séquestrer les gaz à effet de serre, notamment le carbone. C'est très important. Et donc, l'Amazonie, 820 millions d'hectares de forêt. Et donc, il ne faut pas vous amuser. Et donc, lorsque le président dit, voilà, je vais couper les arbres, je vais faire la déforestation, je vais faire la dégradation des forêts, ça ne donne pas la possibilité, naturellement, au monde de bien fonctionner. Et donc, on a intérêt à l'écouter. Et qu'est-ce que nous, on doit agiter comme menace? Qu'est-ce que nous, on doit agiter comme menace? Non, non, mais nous sommes assez faibles. Non seulement nous n'avons pas conscience de ce que représente la valeur intrinsèque de notre forêt, parce que, croyez-moi, regarde, quand vous êtes... Vous êtes faible physiquement ou intellectuellement? Les deux. Alors, mais là, est-ce que vous n'êtes pas en train de me surprendre désagréablement? Non, non, mais je ne suis pas en train de vous surprendre. Alors, parce les Brésiliens, combien de têtes et leur tête pèse combien, par exemple? Non, non, mais en fait, nous, on est distraits. Comment pouvez-vous avoir une richesse potentielle et qu'on est incapable d'exploiter ne serait-ce que 500 000, au-delà de 500 000 mètres cubes de bois? Comment on peut avoir une forêt comme ça et on ne sait pas négocier, on ne sait pas construire des passerelles avec d'autres pays à travers le monde pour générer des ressources qui permettent au pays de booster son économie? C'est pour cette raison que je disais, parce que ça ne fait pas partie de notre agenda prioritaire, parce que
nous ne sommes pas préoccupés par l'avenir, surtout que les gens sont dans une logique de cueillette, etc. Et cela ne nous a pas permis. Aujourd'hui, c'est très clair que le dérèglement climatique... Les spécialistes dans ce domaine sont très nombreux. Je cite par leur nom. Vous avez dit que le président est bien entouré. Il y a l'équipe des Panou-Panou. Ils sont nombreux. Ils excellent même dans des rencontres internationales. Attention. Alors, dites-nous, les pesanteurs, c'est au niveau du choix des animateurs, des structures en rapport avec ce secteur ou le ministère, ou le problème, c'est au niveau d'un leadership qui n'est pas visionnaire depuis plusieurs années. Vous savez, mon frère, la question de la gestion des forêts, c'est vrai qu'on a certains spécialistes, mais il faut savoir mesurer leur niveau de décision. Ces spécialistes travaillent comme experts. Un expert peut faire une note technique et il remet à qui de droit, et c'est donc la personne compétente qui prend la décision. Et donc, si on prend pas la note technique, on verse ça dans un tiroir, et donc la décision est prise à la manière de la personne qui la prend. C'est très important. Et donc, dans notre pays, nous n'avons pas encore réfléchi pour comprendre que notre forêt, c'est notre or vert. Et nous pouvons avoir de l'argent. Au-delà même des mines, au-delà de ce que rapportent les mines. Bien entendu, mais aujourd'hui, le Brésil a obtenu plus d'1 milliard de dollars. Il a pris cet argent, il a affecté dans le domaine de la production de légumineux, notamment le soya. Il a pris cet argent, il a subventionné les éleveurs, etc. Et aujourd'hui, il y a de la viande, il y a de soya qui est exporté à travers le monde. Et ça leur a permis véritablement d'avoir d'autres revenus additionnels. Aujourd'hui, vous avez vu la réaction, n'est-ce pas, du président brésilien. C'est une stratégie. Il veut vraiment pousser le monde entier de pouvoir donner la compensation parce qu'en réalité, mais c'est l'approche Lula également. Bien entendu. L'approche Lula, je vais tout couper. Alors, mais ici, pourquoi on ne peut pas copier des bons exemples? Pourquoi? Vous savez, c'est grave. Oui, nous aussi, pourquoi on ne peut pas menacer les autres? Regardez, nous avons une forêt fantastique à l'est. Et dans cette forêt-là, il y a même du pétrole. Et ce pétrole-là, quand vous suivez la ligne à l'est de la République, ça va jusque la nappe va jusqu'à Ouganda. En Ouganda, on exploite le pétrole, mais nous ne pouvons pas parce que nous disons que c'est le patrimoine mondial. Entre-temps, nous sommes dans la pauvreté. Le monde ne nous donne pas l'argent. Cet argent, notre forêt est considérée comme étant, n'est-ce pas, une forêt naturelle non compassable, etc. Et nous ne prenons aucune disposition. On nous gave que des discours. Quand on veut toucher, c'est Greenpeace qui s'installe là-bas. Attention avec la biodiversité, ainsi de suite. Alors, mais quand les guerres dévastent aussi notre pays, ces gens n'élèvent pas la voix pour dire laissez le Congo, c'est le cœur, l'autre cœur du monde. Non, les associations, les ONG comme Greenpeace, etc., il faut vivre, il faut travailler avec elles, et vous comprendrez que leur argent, c'est reçu dans les guichets de banques de leurs pays respectifs, etc. Et ils ont intérêt, parce que leurs pays respectifs ont pollué, et comme ils ont pollué, il faut conserver nos forêts au service véritablement de la régulation climatique. Et alors maintenant, ils viennent chez nous, des activistes ils disent non, au service il ne faut pas couper, au service des criminels. Il ne faut pas faire ceci, il faut faire cela, parce qu'ils savent que quand vous ne coupez pas, et donc il n'y a qu'une seule atmosphère, et donc toutes les régulations qui se font, eh bien écoute, ça va concerner le monde entier. Entre-temps, leur pays continue dans l'industrialisation, à continuer à polluer, etc. Est-ce qu'on ne peut pas quitter quand même ces instances avec leur discours de somnolence? Vous êtes le patrimoine mondial, vous êtes comme ça formidable, c'est vous le cœur, le deuxième cœur du monde, et sans une contrepartie. Est-ce qu'on ne peut pas quitter un peu ces histoires de patrimoine mondial de l'humanité? C'est ça justement la stratégie de Bolsonaro, qui véritablement comprend que le monde n'a le poumon qu'au niveau d'Amazonie, le monde n'a le poumon qu'au niveau du bassin du Congo, et lui comprend, visionnaire, transformationnel, il dit pas question, je ne veux même pas recevoir l'argent pour arriver véritablement à arrêter l'incendie. Je vais sortir l'argent de mes poches et je vais m'occuper véritablement de cette forêt. Nous, de notre côté, non seulement nous ne disons pas ce que nous voulons, mais également,
nous subissons, nous demandons des petites sommes. Il faut voir dans les systèmes des Nations Unies, ici, les paix d'argent qu'on amène, on appelle les ONG, on fait des petites réunions, etc. Et aucune compensation, etc. Et nous, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où on n'a même pas encore fait une véritable déforestation. C'est à la proportion de 1,3% seulement. Mais entre-temps, ils sont allés trop loin, mais nous n'avons pas la compensation. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, première chose, je suis en train de proposer, première chose, en 30 secondes, il faut construire des alliances conjoncturelles. Avec les grands ou les faibles? Non, avec les faibles qui s'occupent de la thématique forêt. Vous allez notamment faire le l'association des faibles, notamment le Brésil, les faibles qu'on doit le bassin dominer davantage. le bassin du Congo, on doit définir nos priorités, on doit pouvoir les déterminer et faire un plaidoyer international qui permettra de remettre en question naturellement ce qui a été décidé au niveau des forêts naturelles. Deuxième chose, il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, mais il faut véritablement changer nos comportements. Lorsqu'on va aller dans des réunions internationales, quand on envoie des personnes qui sont capables de pouvoir apporter quelque chose, encore qu'il y ait une discussion à la base, qui permettent de pouvoir clarifier la position du Congo et que cette position soit véritablement véhiculée à travers le monde. Des gens qu'on envoie dans des grands sommets qui discutent en leader. Nous parlons de ces spécialistes, pas pour passer nuit dans des 5 étoiles, 6 étoiles, rentrer avec des beaux textes, mais qu'ils discutent en leader et puis en patriote, comme Trump est en train de dire, le monde appartient aux patriotes. Non, nous n'avons pas encore les quais à l'ouvrage. Nous considérons que le pays qui nous a été donné, et puis écoute, la manne va venir du ciel parce qu'on attend que Dieu va faire. Donner. Et donc, même les intellectuels, qui sont véritablement plus des abrutis fondationnels, parce qu'en réalité, les gens ne se battent pas pour transformer le pays, les leaders ne se battent pas pour transformer le pays. Nous sommes à l'état d'animalité zéro, au point où nous n'avançons pas. Je crois que c'est une opportunité. Le précédent que vient de créer le président brésilien doit nous inspirer de leçons pour que nous puissions nous aussi mettre la chose sur la place publique de manière à ce que ces forêts naturelles soient compensées. Il est anormal que nous puissions préserver des forêts et qu'on nous dise en définitive qu'on ne peut pas considérer cela et puis il faut planter les arbres. Sinon, dans ces conditions, nous prendrons la responsabilité de déforester et de permettre à notre peuple de trouver son compte. Merci, Norbert Yamba. Ça demande que on initie une révolution. Il y a moyen d'abandonner les sentiers battus et de révolutionner les choses. Alors, comme l'a dit Macron, nous rendrons compte, et vous rendrez compte de tout ça, de toutes ces richesses qui vieillissent, qui moisissent, et les autres en tirent profit. C'est pas tard, il est encore temps de mieux faire. Merci Norbert Yamba. Dans quelques instants, on prend, c'est lui qui était devenu écologiste. Bon, il est rentré en politique India, depuis qu'il a quitté l'ICSN, pour nous parler cette fois-ci politique. Je le vois en train de